Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Faux Départ. Ici Brandon de l'entreprise Recursive où on développe des applications web et mobiles sur mesure pour les entreprises. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Julien et qui fait son baptême là, de podcast aujourd'hui. C'est tout un début. Tout un début. Aussi, comme d'habitude, Alex Hogan qui fait sa chronique. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Guillemette, qui est partner et chef des opérations chez BeatConnect. BeatConnect, dans le fond, c'est une plateforme pour créer de la musique de façon collaborative. Donc, il amène une nouvelle façon de produire de la musique, surtout pour les gens qui débutent et qui veulent pas nécessairement passer au travers tout l'apprentissage d'une plateforme compliquée de production. Ils rendent ça super simple, ils rendent ça le fun. Donc, je vous invite à consulter leur site web. Qu'est-ce que vous retenez du podcast aujourd'hui, les gars? Ouais, écoute, on a parlé de VC, les hauts et les bas, de travailler avec des investisseurs qui, eux, veulent faire de l'argent au final. On parlait un peu aussi des hauts et des bas de la consultation. Plein de choses super intéressantes. On a parlé de choc culturel. Let's go. Sur ce, on vous souhaite un bon podcast. J'ai eu mes propres entreprises, mais j'ai travaillé comme tout le début de ma carrière. J'étais plus en aéronautique. J'ai toujours été un tripeux d'avion. Je veux dire, pour moi, rentrer dans une usine fabrication d'avions, je suis comme un enfant. Là. C'est comme rentrer au playground quand tu es un enfant. Là. Puis même après 10 ans, je tripais autant encore. Puis j'ai toujours adoré aussi les avions, les hélicoptères. J'ai voulu, comme on a parlé, c'était ma première carrière, je voulais être pilote. Fait que je m'étais aligné en aéronautique parce que devenir pilote, c'est compliqué. Puis ça prend plusieurs années avant de réussir à passer. Puis sinon, il faut que tu payes des gros montants d'argent. Ouais, ça coûte très cher. Fait que j'ai commencé en aéronautique, spécialisé en génie. Puis, écoute, j'ai travaillé longtemps pour Bombardier. C'est une super belle école pour plusieurs raisons. Mais c'est aussi la pire expérience de travail de ma vie, pour plusieurs raisons aussi, ce qui m'a amené à comprendre que j'étais pas un gars de corporate, j'étais pas un gars de grosse entreprise, j'étais un gars de PME, j'étais un gars de j'aime l'entrepreneuriat, j'aime avoir une équipe proche, où qu'on s'entend bien, où on se respecte, où qu'on livre ensemble des choses, où ce que t'es pas détaché du reste de l'entreprise continuellement, où ce que tout le monde met l'énergie dans le même sens. Fait que ça m'a permis de comprendre ce que j'aimais pas aussi au niveau carrière. Puis après ça, c'est sûr que graduellement, je me suis réaligné dans des PME. Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de partir comme consultant. Puis là, ça a été, pour moi, je suis tombé en amour avec l'entrepreneuriat, avec ça. Pour plusieurs raisons. Première raison, être capable de livrer ce que j'ai envie de livrer. Avoir l'équipe que j'ai envie de travailler avec aussi. Quand c'est pas ton entreprise, tu choisis pas ton équipe. Ouais. Puis être capable de toucher un peu à tout. Ouais. Quand c'est pas ton entreprise, t'as pas... t'as un rôle spécifique. T'as un rôle spécifique, tu dois livrer ce que tu as livré, t'as ton département, t'as ta réalité quotidienne. D'être capable de travailler à amener l'entreprise où ce que tu veux l'amener, d'être mixé autant au niveau développement des affaires, au niveau finance, au niveau opérationnel. C'est le fun, c'est le côté le plus fun de l'entrepreneuriat. Ah, définitivement. Mais c'est sûr, j'imagine une corpo de même, c'est que tu vois un peu de tout. Là. Fait que tu vois toutes les. Oui. Tu vois toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Écoute, tu vois, je dis c'est un beau banc d'école, Bombardier, parce que aussi dans le poste que j'étais, je voyageais énormément. Puis je travaillais avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de sous-traitants en série. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai vu des entreprises partout dans le monde, des visions complètement différentes d'entreprises. Ça a été génial pour ça parce que j'ai vu tellement de façons de faire, tellement de façons de penser l'entreprise. J'ai dealé avec des situations très complexes aussi avec plusieurs types d'entreprises. J'ai vécu aussi le principe de, veux pas à cause que c'est international, les différences culturelles, qui est un gros enjeu quand tu travailles international. Ça a l'air simple de même, mais travailler avec du monde d'une autre culture, voir les choses complètement différentes. Puis la livraison, la manière de se présenter, la manière d'agir avec les employés, c'est complètement différent. Fait que c'est un beau banc d'école, Bombardier. Puis qu'on le veuille ou non, en frais de technologie, en frais d'implémentation aussi. Tu sais, moi, je suis plus en génie industriel à la base.
c'est comme dans les tops d'entreprises qu'on peut avoir au Canada. Là. C'est la plus avancée dans ces optiques-là. Là. C'est que je pense que les entreprises de même, tu as accès à énormément de ressources aussi. Là. C'est que tu as autant que ça soit financière que de talent à l'interne. Oui, il y a beaucoup de talent. Mais il n'y a pas juste du talent. Ouais, mais ça, il y a du monde qui ont été là pendant longtemps puis que sont bien implantés, mais ne sont pas nécessairement talentueux. C'est sûr, mais une entreprise, même, ça vient avec un bagage aussi. Ils ont une histoire, une façon de faire. Oui. Souvent, ce qu'ils font de cette façon-là, c'est parce que c'est une évolution. Beaucoup de fierté dans l'entreprise. Énormément. Puis, il faut penser aussi que Bombardier, mais ça reste aujourd'hui, c'est un intégrateur. Avant, il faisait tout. C'était dans le temps que c'était Canadair, c'était une entité qui bâtissait l'avion de A à Z. À cette heure, c'est des intégrateurs, donc ils travaillent avec des spécialistes. Ils ont des partenaires structuraux, des partenaires de moteur, des partenaires... Chacun de ces partenaires-là est responsable de sa portion d'avion. Fait que la technologie, la manière de faire, la manière de fabrication... Ben, tout centralisé chez Bombardier, mais elle vient d'ailleurs partout dans le monde. Fait que tu travailles avec les meilleures entités en aéronautique partout dans le monde pour développer le produit, ce qui est super intéressant. Puis c'est la portion que j'ai le plus trippé aussi, c'est que quand j'ai travaillé sur le C-Series, le lancement du C-Series, qui à cette heure appartient à Airbus, là, qui avait été revendu. On a entendu parler en masse. J'ai travaillé longtemps pour le C-Series, puis ça a été... c'est le plus gros projet manufacturier jamais fait au Canada. Là. OK. Puis on s'entend à plusieurs niveaux, pas juste à cause du produit, mais parce que Bombardier, dans le temps aussi, faisait une grosse rotation sur leur manière de fabrication. La première ligne en mouvement jamais faite par Bombardier. Tu passes de des postes de travail fixes à une ligne en mouvement qui bouge 1 mètre à l'heure, puis qui avance, puis si tu arrives au bout, il faut que l'avion soit terminé. Là, OK. Avec l'implantation d'un système paperless complet, tout sorti, plus aucun papier, tout électronique à cette heure. Ça, c'était énorme pour Bombardier. C'était une grosse portion du travail que j'avais. Quand tu dis paperless, c'est pour les end-users ou pour... Non, toute la ligne de montage au complet. Il n'y a plus aucun processus papier. C'était la première fois que Bombardier avait un processus complètement électronique ou numérisé. Donc, du moment que le design était fait dans les outils de design, à les documents de production, les documents de test, les documents de... Tout était seulement numérique. Donc, après ça, il faut t'implanter. Tout le monde a des postes de travail avec des palmes, avec des tablettes, des TV qu'il faut que tu mettes partout. Des systèmes électroniques, des ordinateurs dans chaque poste de travail avec toute la connexion qui vient avec ça. C'était des gros changements. C'était des millions, des gros... je ne veux pas dire les chiffres exacts, là, mais quand j'étais là, la première portion, juste la portion développement et test, on parlait le portfolio de projets que j'avais, c'était 279 millions juste en développement d'outils. Okay. Des outils autour de l'ingénierie puis les software puis tout ça. Software, développement, okay. Fait que tu as vécu transformation numérique au maximum que tu peux la vivre. On parle de quelle année à peu près? On parle ça... j'ai commencé, je pense, en 2009 sur le C-Series ou 2008. OK. Était quand même un peu en avance sur... Pour le Québec, c'est quand même pas mal en avance. Oui, c'était en avance. C'est ce que je dis. C'est un des premiers programmes, puis c'était le plus gros programme manufacturier au Québec, là, à plusieurs niveaux, là, pas juste pour le produit, pour la ligne de montage puis tout ce qui ça s'est bien passé. Salut, c'est up, c'est down. On va dire comme ça. Puis moi, en plus, on le voyait bien parce que, tu sais, je travaillais pour l'équipe de programme dans le temps. Quand nous autres, on avait ça directement devant nous. Là, comment ça allait au niveau de l'avancement des différentes phases de développement. C'est nous autres qui géraient la cédule, puis on le voyait bien que ça allait pas bien. On avait beau lever des flags, mais on manquait de personnel. Veux pas, c'est des milliards de dollars là, qui sont investis dans le développement de... C'est pour ça que c'est plus juste un manufacturier qui fait ça aujourd'hui. C'est plusieurs entités qui se unissent ensemble pour faire développer un avion parce que c'est trop d'argent. Puis ça prend les gouvernements qui supportent ces entités-là partout pour être capable d'amener un avion en vie, là, on va dire. Fait que c'est énormément d'argent. Puis après ça, pour lancer ton produit, il faut que tu aies des ventes. Il faut que tu sois capable de justifier suffisamment de ventes. Mais non seulement suffisamment de ventes, les premières personnes qui achètent ton avion, il faut qu'ils bâtissent ces infrastructures dans chacun des aéroports qui vont arriver pour être capable de réparer, d'entretenir tes nouveaux, qui sont des nouveaux avions, qui ont des systèmes que personne d'autre n'a.
Fait qu'il faut que les premiers qui investissent à acheter des avions investissent aussi dans les infrastructures. Fait que ça a pris du temps avant qu'on trouve des premiers acheteurs, les premiers investisseurs, qui est retardé c'est quand même un gros risque là, pour eux autres de dire comment je vais acheter un avion, on ne sait pas si ça va marcher. C'est ça. Puis entre-temps, là, il faut que tu fasses toutes les séries de tests, puis c'est complexe. Là. On s'entend, là, il y a énormément de systèmes dans un avion. En frais d'ingénierie aussi, c'est trippant. Là. C'est un produit qui est vraiment trippant là, parce qu'il y a beaucoup de systèmes, mais c'est aussi énorme à tout intégrer ça puis tester. Puis après ça, c'est ça. Quand je suis sorti de là, ça a été clair dans ma tête que pour plusieurs raisons, là, je ne voulais plus vivre dans des grosses entités comme ça. C'était très trippant côté technologie puis côté apprentissage, mais c'est des entités où tu es un numéro comme un autre. Tu as beau te donner 80 heures par semaine, tu n'as pas de reconnaissance. Tu travailles pour ton boss puis le boss qui n'est pas là au-dessus. Tu fais un job par intérim pendant des années puis tu n'as pas de reconnaissance. Puis là, ils attendent que tu t'en ailles pour essayer de te ramasser puis te faire revenir. Puis je travaillais dans le temps, j'étais supposé avoir 14 employés, j'en avais pas. Je travaillais pour moi, mes 14 employés, plus mon boss qui était plus là, qui n'existait plus. Fait que c'était des années où autant je tripais, autant que je me suis tué au travail là, énormément. Fait que ça m'a un petit peu donné un goût amer de travailler pour des grosses entités comme ça. Ça t'a poussé plus vers la start-up. Ouais, je suis parti en région à cause de ça. J'ai dit à ma femme, on s'en va. On va pouvoir parler en masse. Merci d'être avec nous, Jonathan Guillemette de BeatConnect aujourd'hui. Oui. Fait que, dans le fond, tu sais, ton entreprise aujourd'hui, c'est BeatConnect. Est-ce que tu peux nous dire elevator pitch, qu'est-ce que ça fait BeatConnect? BeatConnect, notre but principal BeatConnect, c'est de créer un playground pour les musiciens. Une place où les gens peuvent collaborer, se donner des idées, flipper la musique de chacun, se motiver entre eux autres à créer ensemble, puis avoir en même temps un playground autour de ça. Donc, on veut un peu briser le gap qu'il y a entre l'industrie de la musique et l'industrie du jeu vidéo. Là. On veut essayer de ramener ce qui se fait de bien dans l'industrie du jeu vidéo au niveau de la musique, puis en même temps de une plateforme pour les musiciens d'aujourd'hui qui, comme on se parlait un peu tantôt, c'est dur aujourd'hui de percer en tant que musicien, donc la plupart d'eux autres font de la content creation, ils ont leur Twitch, ils ont leur Patreon, ils ont leur YouTube. Puis s'ils vivent plus de ça que d'autres choses, c'est de donner un outil où avec ta communauté, tu peux avoir du plaisir, faire des beat battles, faire des flip contests, avoir des projets avec ta communauté facilement, collaborer live aussi avec ta communauté. Donc, on a bâti... notre produit est bâti avec des outils qui utilisent tous les DAW professionnels comme Ableton, FL Studio. Donc, on est avec Traction Engine, avec Juice pour ce qui est audio. Mais on a bâti tout ça dans Unity pour amener le côté plus wow, le côté gaming et nous donner des opportunités aussi de ce côté-là. Intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, pour que c'est des termes qu'ils ne connaissent pas nécessairement, votre produit, il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui veut faire de la musique, là, dans le fond. Monsieur, madame, tout le monde qui veut faire de la musique, mais on s'entend à la base, dans BeatConnect, il y a un outil de production de musique, un DAW. Puis, notre outil, dans le fond, on essaie de le simplifier au maximum pour briser un peu la barrier to entry là, qui est complexe dans les DAW. Les gens qui veulent commencer à produire un peu de musique. Il y a deux aspects. Nous autres, on voulait briser un peu les barriers to entry, que ça soit plus fluide, que ça soit plus facile, qu'on a des flows plus simples pour les gens d'apprendre à faire de la production de musique. Mais en même temps, si tu veux pas produire, tu veux juste envoyer tes idées en tant que tu fais de la guitare, tu veux envoyer tes riffs de guitare, puis quelqu'un reprenne ça, puis est capable de bâtir, puis trouver des collaborateurs. C'était un peu le but premier de la plateforme. Là. Ça, tu veux faire de quoi de simple, mais tu sais pas trop par où commencer, c'est un moyen simple là, de partager tes idées. De partager, puis de peut-être trouver des collaborateurs qui vont t'aider à te montrer comment faire de la musique ou à produire, parce que notre DAW est complètement multiplayer en temps réel. Donc, si moi, je fais juste faire de la guitare, j'ai jamais fait de production, puis je me trouve quelqu'un qui en fait, il peut me montrer live comment faire mon mixing, mon mastering, comment utiliser les plugins, comment
ramener du sampling au travers, puis faire de quoi avec ce que je fais de base en tant que musicien. Fait que c'est ça. Puis en même temps, nous autres, on voulait aussi targeter, capable d'aller plus large, parce que souvent, ces logiciels-là sont très focus sur un pourcentage des musiciens qui sont professionnels et non sur les monsieur, madame, tout le monde, justement, qui veulent juste avoir du plaisir, avoir de la musique, puis peut-être trouver quelqu'un avec qui faire de la musique le soir. Prendre 30 minutes pour dire je m'en vais faire un riff par-dessus un gars qui a fait un drum loop, puis je m'amuse par-dessus, puis on repousse, puis quelqu'un d'autre refait quelque chose avec la communauté. Fait que c'était un peu le but, là. Cool. Puis comme n'importe quelle start-up, j'imagine que vous allez avec les phases de l'entrepreneuriat qui viennent avec. Je pense que là, vous êtes rendu à faire votre série A qui s'en vient. Oui. Tu peux-tu nous conter un peu les défis auxquels vous avez traversé depuis le début, autant pour le financement que pour le produit? Premièrement, une des choses qui est claire, c'est que le landscape du financement au Canada est difficile de plus en plus pour les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs. Avant, il en parlait encore aux nouvelles dernièrement, mais on regardait la quantité de start-up qu'il y avait il y a juste 10 ans de ça versus aujourd'hui. Ça a quasiment réduit de 10 fois. Là, on parle de 1000 versus 100 là, en frais de ratio. Fait qu'il y a de moins en moins de start-up qui sont financés. Les financements sont de plus en plus petits aussi. Avant, les financements étaient plus gros. Mais là, c'est des plus petits chunks de financement. Donc, on a beaucoup de contraintes en tant qu'investisseur, je pense, de trouver plusieurs sources de financement, de ne pas rely juste sur une ou deux sources de financement. Fait que ça, c'est une des plus grosses contraintes, je dirais. Puis, le monter... C'est sûr qu'on a passé par des incubateurs, monter des preuves de concept. Puis quand tu pars d'une preuve de concept à où ce qui est le produit aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents. Là, on s'entend bien. Là, parce que tu pars avec une idée, mais l'idée que tu ne l'as pas toffée, tu ne l'as pas testée. Il y a plein de contraintes technologiques qu'on n'avait pas encore vues. Ça a été une belle ride. Mais à la base, c'est ça. Si je recule un peu, on a fait la preuve de concept. On a commencé en 2020. Puis notre seed round, on a closé en 2021. Puis après ça, on a fait un bridge qu'on a closé en début d'année passée. Donc, c'est ça. Puis là, on s'enligne pour notre série A d'ici la fin de l'année. Cool. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de startups qui se rendent à la série A. Fait que on a encore on croise les doigts. Là, c'est pas encore fini, mais ça regarde bien, ça l'augure bien pour nous. Là, Pour les gens qui nous écoutent qui ne sauraient pas c'est quoi une série A, est-ce que tu peux l'expliquer en quelques mots? La série A, dans le fond, la seed round, qui est la ronde, on prend une preuve de concept, on bâtit le produit, et la série A, qui est vraiment la série d'investissement pour la mise en marché, le go-to-market qu'on appelle. Donc, à partir de là, le prochain ronde d'investissement qu'on va faire, c'est vraiment prendre notre produit, le mettre en marché, puis là, commencer à monétiser, puis à faire l'argent avec. Là, on n'est pas loin de Bombardier, eux autres, c'était la série C. Ouais, c'est série. Elle n'a pas bien fini. Après moi, eux autres étaient pas mal plus loin que série C. Comment c'est de travailler avec des investisseurs? À quel point vous avez du contrôle sur votre vision de produit? Avec du monde qui vous donne de l'argent et qui vous disent j'aimerais ça en faire à la fin. Je dirais, tu sais, il y a comme deux types là, d'investissement. Il y a le venture capital ou le capital de risque là, qui est une grosse portion de nos investissements. Puis tu as les investisseurs plus stratégiques qui sont plus au niveau produit ou que le produit va mieux fitter avec leur écosystème, là, comme on parlait un peu tantôt. C'est très différent. Mais c'est pas la première fois que j'avais à dealer avec des investisseurs dans ma carrière. Je l'avais fait pour des clients aussi avant, mais la réalité, c'est que travailler avec des investisseurs, surtout du capital de risque, eux autres ont des outcomes très courts. Ils ont des cycles courts aussi. Ils ont besoin d'atteindre des rendements. Ils investissent dans tant de compagnies, puis il faut qu'il y en ait tant qui réussissent, puis il y en a tant qui sont des unicorns là, qui font des grosses quantités d'argent, des gros retours sur leur investissement. Donc, eux autres ont des besoins bien spécifiques de rentabiliser leur investissement, qui fait qu'ils vont te mettre de la pression indirectement à atteindre des objectifs, des fois, qui vont te défocusser de ton produit, te défocusser de ce que tu devrais livrer. Fait que c'est sûr que c'est un... Je ne vais pas dire que c'est une run facile. Là. C'est pas facile de dealer avec des investisseurs parce que nous autres, on a une vision en tant qu'entrepreneur. On veut livrer un produit. On sait que c'est ça qui va faire lever la patente à la fin de la journée, mais on ne peut pas tout le temps livrer ce qu'on veut quand on le veut.
parce que c'est pas nécessairement ce qui va rendre rentable au niveau... Il faut atteindre des métriques bien claires pour atteindre chacune des rondes. Puis là, il faut focusser ces métriques-là au lieu de focusser juste purement au développement de notre produit. Donc, ça cause des petits casse-têtes fréquents, on va dire comme ça. Quand tu dis des cycles courts, mettons, c'est quoi, 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est Écoute, quoi court? Ça doit dépendre, ça doit dépendre du fonds d'investissement. Là. Je ne suis pas un expert en fonds d'investissement, sauf que on sait comment ça fonctionne, puis on sait qu'entre autres, dans nos investisseurs puis dans les gens qui gravitent autour de nous, il y a tout le temps cette réalité-là que souvent, il y a de l'investissement privé, mais il y a aussi du gouvernemental, parce que les autres, ces fonds d'investissement-là, ils s'attachent à tous les investissements qui se font au niveau du gouvernement. Parce que, écoute, si le gouvernement investit dans le AI, comme c'est le cas présentement, les VC vont aller aussi vers du AI parce qu'ils peuvent prendre une portion de l'argent du gouvernement, le mettre dans leur fonds d'investissement, puis après ça, aller capitaliser dessus. Fait qu'eux autres, ils ont des rendements face au gouvernement, puis ils ont des rendements face à aux gens, aux investisseurs purs dans leur fonds d'investissement. Puis, je pense que c'est tout différent d'un à l'autre, là, mais ils ont des cycles qui vont avec ça, puis ils doivent avoir des rendements de temps d'entreprise aux X années qui doivent pogner des séries A, pogner des seed rounds. Puis après ça, aussi la grosseur des rounds. Je pense que sur quoi ils doivent aussi capitaliser. Donc, si tu fais une série A de 2 millions versus 15 millions, c'est pas la même chose. C'est l'évaluation de la business aussi. Si eux autres, avec nos investisseurs actuels, on close une série A de 15 millions avec une valeur, je dis ça, de 50 millions, la réalité, c'est que versus l'investissement qu'ils ont fait initialement, ils ont déjà probablement boosté leur valuation de 10 fois. Fait que, il y a aussi le rendement des séries, là, je pense, au travers de ça. Mais comme je dis, je ne suis pas un expert là-dedans. C'est ce que on a à dealer avec, là, mais c'est dans les discussions qu'on a avec eux, qui fait que, indirectement, on a de la pression un peu de livrer au travers de ça. Ouais, puis c'est assez fast-paced votre affaire, là, parce que vous êtes très centré sur le data. Vous voulez avoir le data, puis avec le data, vous faites des chiffres. Il faut c'est assez fast-paced. Des fois, on oublie à quel point ça va vite. Là. En avril dernier, on a la première version de notre DAW, il n'y avait rien d'autre. C'était un DAW alpha, bien raw, là, il y avait plein de bugs, puis c'était comme vraiment un early build. On a sorti à l'été 2023. Puis, on a sorti notre version bêta, toute revampée au complet, mais qui n'avait même pas la moitié des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui encore, puis il n'y avait pas de flow autre que juste le DAW en avril l'année passée. Puis là, aujourd'hui, on est rendu avec ce que c'est. Puis des fois, on oublie à quel point ça va vite, puis qu'on est dans un continuel... on sort des features, on est tout le temps après revoir nos flows, on est tout le temps dans ce mode-là, qu'on oublie à quel point on a l'impression qu'il s'est passé 5 ans, mais en réalité, ça fait 1 an que notre produit est passé de bêta à ce qu'il est aujourd'hui, puis il a tellement évolué depuis, c'est énorme. Là. C'était-tu votre première expérience avec des VC puis du financement à ce point-là? Parce que... Moi, tu sais... Directement, mais mon autre entreprise, c'était la consultation, fait qu'on faisait pas affaire avec des VC, sauf que mes clients, j'avais plusieurs clients qui étaient dans ces modes-là, des startups ou des PME qui avaient des investisseurs. Fait que c'était pas la première fois que je dealais avec des VC. Mais mettons que c'est différent de le voir dans une forme de consultation où tu es third party dans cette réalité-là, puis de le vivre au quotidien, parce que ça apporte un stress continu. C'est souvent des casse-têtes. On n'est pas tout le temps d'accord avec ce qui nous pousse dans la gorge, mais c'est la réalité aussi que eux autres, ils font pas ça nécessairement pour nous mettre des bâtons dans les roues. T'sais, aussi, il y a du positif là-dedans. T'sais, ils nous font remettre en question parce qu'ils veulent qu'on ait une croissance qui soit fulgurante. Puis ils travaillent dans cette optique-là parce que c'est pour leur avantage à eux autres aussi. Ouais. Fait qu'ils nous aident aussi à plusieurs niveaux, là. Puis on n'aurait pas la croissance qu'on a là si c'était pas d'eux autres. T'sais. On n'aurait pas été au même rythme de développement si c'était pas d'eux autres. Parce que, on connaît pas ça. T'sais, nous autres, justement, on est une entreprise de consultation. Fait que, on vit pas avec ces challenges-là. On a quelques clients qui sont en financement, mais très peu. Là. Dans le fond, quand eux, en bac, là, ils disent « OK, on met, je sais pas, 1 million dans votre entreprise. » Oui, OK, ils vous donnent l'argent, mais est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont du support, du mentorat, c'est sûr, on a des bons investisseurs là-dessus. Là,
j'enlève rien à nos investisseurs. On a des gens qui nous supportent. Quand on leur demande de l'aide, de nous mettre en contact avec des gens, ils nous mettent en contact avec des gens. Est-ce que c'est toujours pertinent? Pas toujours. Mais au moins, ils font l'effort d'essayer de nous mettre en contact. Puis, tu sais, on a un board. Le board d'investisseurs aussi, on a des gens qui ne sont pas nécessairement des investisseurs aussi autour. Tu sais, il y a des spécialistes du domaine qu'eux autres ont amené. Comme un comité aviseur. Oui, c'est ça, exactement. On a un board. Puis au board, là-dedans, ben, on a du support. Est-ce que c'est toujours pertinent? Non. Mais ils nous ont aidés à plusieurs reprises. Puis c'est des gens qui sont quand même qui font de l'investissement dans ces milieux-là. Ils font pas c'est pas des gens qui font de l'investissement dans le minier ou dans l'industriel. C'est des gens qui font de la technologie. Ouais, c'est targeté. Ils sont dans la tech. Fait que, ils comprennent c'est quoi bâtir un SaaS. Oui, c'est ça. Ils savent c'est quoi le développement de software. Ils comprennent c'est quoi que ça prend pour passer à la prochaine étape. Puis ils savent c'est quoi un marketplace. Ils savent c'est quoi faire du B2B puis versus faire du B2C dans ces domaines-là. Ils ont plusieurs entreprises autour d'eux autres qui ont eu du succès. Fait qu'ils te mettent en contact avec d'autres entrepreneurs. Fait que ça a ce bon côté-là de travailler avec les investisseurs. Pour la croissance, c'est sûr que tu n'auras jamais une croissance aussi agressive que de travailler avec des venture capital. Ouais. Puis est-ce qu'ils connaissent un peu aussi le côté monde de la musique? Oui. On en a des investisseurs, entre autres, écoute, je ne veux pas donner de nom, mais on en a des investisseurs qui ont travaillé, qui ont eu des exits dans le domaine de la musique. Puis sinon, ben, ils ont des bons contacts. Là, ils connaissent bien l'industrie ou ils connaissent des gens de l'industrie. Fait qu'ils nous aident. Mais un des targets qu'on a aussi avec notre prochaine ronde d'investissement, c'est de faire rentrer quelqu'un qui est vraiment purement de l'univers de la musique. Notre investisseur premier sur la prochaine ronde devra être quelqu'un qui est déjà dans cette industrie. Quelqu'un qui est dans cette industrie-là. Parce que c'est le go-to-market, il faut qu'on perce ce marché-là. Fait qu'il faut qu'on ait notre investisseur premier, il faut que ce soit quelqu'un qui est de l'industrie qui va ouvrir les portes. Pour quelle raison? Pour ouvrir les portes, là. Ouvrir les pour portes. les contacts. Ouvrir les portes, quelqu'un qui est gros dans le domaine, quelqu'un qui a les contacts, qui a de la quelqu'un qui va nous crédibilité. permettre, c'est ça, qui va donner la crédibilité à notre ronde de go-to-market. Super intéressant. Nous autres, on travaille, comme Brandon disait, on travaille pas avec des investisseurs. On est bootstrap all the way, on fait du service. Là. Fait que, mais on a des clients, des fois, ils disent j'ai une idée de produit. Puis là, ils sont comme j'ai 15 000. On est comme on va pas loin de 15 000. La seule chose que je peux dire, si tu as une idée de produit, tu n'as pas d'argent, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de passer par un incubateur. Ben, c'est ça, parce que souvent, le monde du software, le monde ne réalise pas la complexité de ce monde-là. Puis ce que ça prend. Fait que, vous autres, vous avez vraiment parti incubateur, vous avez monté. Exactement. Puis il y a une bonne portion de nos investisseurs qu'on a eu contact à cause d'incubateurs. Okay. Ils travaillent avec les incubateurs, ces investissements-là. Ils vont zioter les compagnies qui passent aux incubateurs, ils financent ces incubateurs, puis ils sont aussi mentors dans les incubateurs parce que c'est la meilleure manière pour eux autres d'identifier leur prochaine compagnie, sur quoi ils vont investir. Fait que c'est sûr que de passer par un incubateur, puis en plus, les incubateurs sont financés par le gouvernement. Fait que, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de capital, la première chose à faire, c'est passer par un incubateur, tu vas avoir du financement, tu vas avoir du support, tu vas avoir du mentorat, puis tu as des bonnes chances de trouver peut-être un investisseur au bout si ton idée est bonne puis que tu es capable de monter un bon plan d'affaires. Vous avez été incubé? Oui. Quel incubateur? Zoo. Zoo, fait que ça, c'est celui de Guy Laliberté, ça? Exactement. Exactement. C'était dans les débuts en plus. Okay. On était dans les premières entreprises à rentrer en Zoo. Toi, t'étais-tu dès le début dans BitConnect? Non, je suis arrivé, à vrai dire, quand Alex et Nick ont sorti de Zoo. OK. En sortant en incubateur. Pendant qu'on était en train de monter la seed round. OK. Mais je savais qu'Alex travaillait sur le projet. On s'en était parlé à quelques reprises, mais c'était pas donné encore qu'il était prêt à rentrer quelqu'un. Puis c'est ça, quand Nick puis Alex, qui sont les deux cofondateurs, Alex est CEO, puis Nick, c'est lui qui est notre CTO, là, c'est lui qui est c'est l'ancien musicien, puis lui, ça réglait un problème. Là, il voulait régler ce problème-là. Le problème de base que lui, il était dans sa tête, c'est un gars qui a fait de la musique depuis longtemps. Il partait le vendredi, il voulait aller jammer chez Chum le week-end. Puis là, t'amènes ta guitare, t'amènes ton clavier, t'amènes ton MIDI controller. Fuck, j'ai oublié un fil. Puis là, tu peux pas jammer avec ça, tu peux pas faire ça. Puis là, t'es tout le temps... C'est le bordel, tu t'en vas pour tout t'installer dans le salon chez ton chum pour être capable de jouer pendant 2-3 heures et avoir du fun. Il s'était dit, pourquoi je ne suis pas capable d'avoir ça à distance, en temps réel? Puis ça a toujours été ça, son mindset. C'est un passionné. Oui, c'est passionné, lui. C'est ça son trip.
il s'est brûlé par bout dans le développement du produit parce que, tu sais, des fois, encore une fois, il faut prendre aussi, faut que la compagnie elle soit viable à long terme. Ah fait que, on ne prend pas tout le temps juste des décisions pour le besoin du produit. Puis des fois, c'est sûr que ça le frustre un peu, mais tu sais, c'est un gars qui est super dédié sur le produit, puis la technologie en arrière, c'est lui. Là. Puis êtes-vous tous un peu des tripeux de musique? Êtes-vous tous un... Tu sais, on est tous, je vais être bien honnête, on est tous des hyper geeks, là. Okay. On est tous des gros geeks. Moi, je suis un gros maniaque de musique. J'ai pas fait de musique, personnellement. Mais tu sais, la musique, ça fait partie de ma vie au quotidien. Là. Tu peux aimer ça sans en faire. C'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours eu des musiciens autour de moi. Là, c'est quelque chose, pour moi, c'est naturel là, d'être autour de la musique. Je trouve ça super trippant. Est-ce que tu me demandes si je savais que je me retrouvais là une fois dans ma vie? Je pense pas. Là. Je pensais pas jamais faire partie d'une start-up en musique. Mais je trippe. J'ai appris à faire de la production avec notre DA initialement. Puis là, je m'amuse, je geek de plus en plus là-dedans, puis je joue avec la communauté, puis j'ai du fun, puis c'est un beau trip. Puis, tu sais, la musique, on s'entend, là, c'est... je vais prendre une demi-heure à faire de la musique le soir. Pour moi, ça me fait que de masser puis de jouer n'importe quel jeu vidéo. J'ai la même dopamine à faire ça, là. Puis en même temps, ben, c'est t'as un sentiment d'accomplir de quoi. Joues-tu des instruments un peu? Plus jeune, j'ai joué du piano, j'ai essayé du saxophone, j'ai essayé de la batterie, mais ça n'a jamais complètement cliqué. Je pense que je manquais un peu de... Je pense que j'avais personne autour de moi qui faisait assez de musique pour dire « Hey, je vais en faire avec lui. » Puis je me sentais tout seul dans mon coin tout le temps à faire de la musique. Ça mais si t'avais eu Beat Connect. Ouais, c'est ça. Probablement que j'aurais accroché pas mal. Ah non, mais c'est intéressant. T'es-tu dans un style en particulier ou tu t'amuses un peu avec de tout? J'aime tous les styles musicaux, sans exception. Non, je suis pas vrai. Ça, c'est dangereux. J'haïs, je vais le dire, le country. Je suis pas capable. Ça fait des années que j'essaye puis je suis pas capable. Je pense que c'est le country, c'est t'haïs ça ou t'adores ça. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de... Puis ce qui est drôle, c'est que j'adore le bluegrass, mais je suis pas capable de country. Il y a quelque chose dans le country mais qui... quand tu dis country, là, c'est country genre américain ou country genre western québécois, là? Ou tout? Je pense que c'est très large. Pour moi, le country, en général, j'aime pas ça. La musique qui parle de tracteur puis de choses. Ouais, mais tu sais, même Johnny Cash, je vais écouter une tune de Johnny country. Cash, c'est correct, mais ma femme a triple là-dessus. Moi, après 2 tunes, je suis comme... J'ai le goût de m'ouvrir les veines. C'est comme... c'est tout le temps comme... C'est tout le temps un peu dépressif, le country, à la base. C'est rarement juste joyeux ou motivant. Puis on dirait que c'est redondant. Il n'y a pas comme... j'ai pas l'impression que j'écoute un artiste de country versus un autre que je suis comme, ah ouais, lui, c'est vraiment son son à lui, bien spécifique. Là. Ouais, ça, ben, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Non, je pense. Ben, tu sais, récemment, il y en a... De plus en plus, parce qu'ils mixent du country avec d'autres choses. Là, ça me fait avec briser le cerveau. Là. Avec du hip-hop, ouais, rap, c'est ça. Là, avec du électro un peu aussi. Puis là, mon partner, Nick, il essaie tout le temps de m'en faire écouter. Puis là, hey, tu vois, c'est bon, c'est bon. Je suis oh God, que c'est mauvais. Mais non, j'aime vraiment tous les styles musicaux. J'écoute de tout. J'ai comme des phases. Là, on s'entend. Là. Ce que j'ai écouté le plus dans ma vie, je dirais du punk, beaucoup, puis du métal, en grosse portion. Mais je trippe aussi bien gros du old West Coast hip-hop. Je suis un gros maniaque de Wu-Tang, puis de Trial Called... C'est pas, j'ai de la misère avec mes noms, excuse-moi. Tribe Called Quest. Du vieux Dr. Dre aussi, j'aime bien ça. Okay. Mais sinon, c'est ça, j'écoute un peu vraiment de tout. Beaucoup d'électro aussi. Je suis un gros tripeux de rétro new wave. J'aime bien la musique ambiante, électro. J'ai vraiment un peu de tout. Puis on écoute de tout. Ma femme aussi, c'est une grosse tripeuse de musique. Là, Fait que ouais, tu as travaillé quand même pas mal d'années chez Bombardier. Puis après ça, tu t'es lancé en affaires, business de consultation. Avant ça, c'est ça. Je suis parti en région. Je travaillais pour une PME. Puis dans la PME, j'ai commencé à travailler. J'ai engagé des consultants qui venaient de starter une firme de consultation. Puis finalement, je suis parti avec eux autres. OK, fait que t'as juste décidé de joindre T'es tout le temps le gars qui join un peu après, mais... Ben, c'est que... comment je veux dire... Je suis un bon... tu sais, je suis bien assumé là-dedans. Je suis un bon backup pour un CEO. Je suis un bon gars d'opération. C'est pour ça que je suis CEO dans mon entreprise. Je suis le gars qui livre.
je suis le gars qui fait arriver les choses. Puis, tu sais, des fois, quand tu as une idée, c'est bien beau, mais faut que tu puisses la livrer. Fait que c'est dans tous les cas, souvent, c'est souvent ça. C'est toi, tu as l'air de bon être là pour livrer. Ça te tente-tu de partir? Tu balances le gars qui a plein d'idées. Exactement. Ouais, c'est faut à les un moment donné, faut que contrôler. tu fasses comme. C'est correct tes idées, mais maintenant, faut les mettre dans quelque chose qu'on est capable de livrer puis de faire arriver. Fait que non, c'est le gars que j'avais engagé, tu sais, il était super bon au développement des affaires, puis il avait plein de contacts, puis il se lançait dans c'était tout nouveau, là, tu sais, une firme de consultation avec son autre partner. Ça faisait peut-être 1 an qu'ils étaient ensemble. Je les ai engagés. Puis, de fil en aiguille, on s'entendait super bien. Puis là, il voyait ce que je m'enlignais, ce que je voulais faire dans le business, puis pourquoi je l'avais engagé. Puis là, il tripait, puis là, il disait « Hey, ça te tente-tu de partir avec nous autres? » Finalement, je suis parti avec eux autres. C'était quoi ton rôle au niveau plus entrepreneurial? Ouais, j'étais, dans le fond, quand je suis parti avec eux autres, moi, j'ai pris tout ce qui est, dans le fond, la gestion de projet, gestion de programme. Je faisais la gestion, dans le fond, tous les clients, qu'est-ce qu'on avait? C'était la livraison de ce qu'on devait faire avec les clients. Puis, je faisais la consultation en gestion opération. Puis, on faisait de l'implantation de système ERP. Dans le fond, dans ce temps-là, on travaillait avec Odoo, qui est un ERP open source. Ouais, c'est ça. Source, ouais. Puis on faisait, dans le fond, de la configuration d'Odoo, mais on faisait aussi du custom autour pour les entreprises à qui on travaillait. Mais c'était pas tant qu'on faisait de l'implantation de système ERP, mais ça vient automatiquement avec... On s'était spécialisé en gestion de croissance. Fait que tu veux faire la croissance, si tu ne gères pas tes opérations, c'est dur de croire parce que tu ne sais pas où est-ce que tu fais ton argent puis comment tes processus fonctionnent. Puis c'est dur de dire, ben maintenant, si je veux en prendre plus, il faut que je fasse ça. Fait que ça passe par, premièrement, bien comprendre tes opérations, mettre des systèmes en place, puis c'est ça qu'on faisait. Ça a été une belle run. On a trippé, on a rapidement grossi notre pool de clients. Ça allait super bien dans nos contrats. Les gens voulaient travailler avec nous. On avait des contrats avec des belles entreprises, des belles startups, des entreprises techno, que je ne veux pas nécessairement donner de nom, là, mais des entreprises qui étaient très en vogue puis qui avaient des belles avenirs devant eux autres. Puis c'est super intéressant dans plusieurs domaines, autant dans le service que dans le développement de software, dans le manufacturier. On a fait on a des clients un peu partout. Puis, ça a été une belle run jusqu'à temps que, on ait des problèmes avec un de nos actionnaires. Puis, on apprend. Ça a été ma première réalité en tant qu'entrepreneur. C'était ta première business? Oui, c'était ma première business officiellement, où j'étais partenaire d'une entreprise. J'ai trippé de A à Z. Là, l'aspect, c'est sûr que tu travailles beaucoup en tant qu'entrepreneur, surtout au début, là, quand tu te lances, tu as beaucoup d'énergie à mettre pour partir la roue. Là, tu veux que ça marche. Là, tu veux que ça marche, tu t'impliques énormément, puis il n'y a pas de fin de semaine, il n'y a pas de semaine. Là, tu travailles toute une journée de la semaine. C'est ça. Tu peux par contre dire, aujourd'hui, je ne travaille pas, j'ai des besoins, puis c'est correct, tu peux mettre ton horaire un peu flexible, mais tu finis quand même que tu travailles tout le temps. Mais au moins, tu travailles pour toi, tu travailles pour ta vision, tu travailles de la manière que tu veux travailler, avec l'équipe, tu as le goût de travailler, tu bâtis ton équipe. Ça, c'est le côté que j'ai trippé puis qui m'a fait vraiment accrocher à l'entrepreneuriat. Puis, tu travailles pour ton outcome à toi. C'est pour ta vision long terme ou qu'est-ce que tu veux faire pour ta carrière. Tu n'es pas pris dans un moule où tu fais ça, puis peut-être que ça va donner l'outcome que tu veux ou non. Puis, quand tu travailles pour une entreprise, la seule chose que tu peux penser, c'est ton fonds de pension. Mais ton fonds de pension, aujourd'hui, oublie ça. Tu n'es plus en contrôle de ça. Tu ne sais jamais quand tu vas le perdre. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure approche pour dire tu es en contrôle de tes finances à long terme puis de la valeur de ce que tu vas avoir quand tu vas terminer au bout. Bref, j'ai bien trippé jusqu'à temps justement qu'on ait des problèmes avec Et justement, comment ça fonctionne? Étiez-vous les trois partenaires égaux dans l'entreprise? Avais-tu on n'avait pas tout à fait le même niveau de share parce que je suis arrivé un peu après que j'avais vu non, c'est une réalité. Mais oui, en frais de comment le décisionnel d'entreprise, c'était tout égal. Ouais, c'est tout égal. Puis, à vrai dire, au courant de la première année, ce qui s'est produit, c'est que moi puis un de mes partenaires, on est devenus beaucoup plus proches, puis on était très driver, puis on allait beaucoup. Mais ce qui arrivait, c'est que notre troisième partenaire avait une autre entreprise on the side, il avait parti une couple d'années avant. Puis, ils ont commencé à bien s'entendre un peu sur les types de projets qu'on voulait prendre, jusqu'où ce qu'on voulait aller avec le développement d'entreprise. Puis il se sentait un peu délaissé dans le fait qu'on
on avait une vision, on roulait. Là. Puis il a commencé graduellement à se détacher un peu de nos opérations. Puis en parallèle, on a su qu'il y avait des problèmes financiers avec son autre entreprise, qui, en plus de ça, ont venu mettre de l'huile sur le feu dans tout ça. Puis ça a donné que dans ce temps-là, quand c'est arrivé, on venait juste de faire des gros investissements. Donc, on avait pris une grosse portion de nos liquidités pour investir, pour partir un bureau de développement ERP en Tunisie. On avait quand même 10 employés là-bas. Mais tu sais, quand tu pars un bureau, tu investisses pour 6 mois d'avance. Il faut que tu payes les buildings, il faut que tu payes tes salaires d'avance. Il faut tout mettre l'argent d'avance pour pas que tu fasses de l'évasion fiscale, là, que tu ne fasses pas un in and out. Là. Ouais. Fait qu'il te force à faire ça. Fait qu'on avait mis une grosse portion de liquidité, on s'était parti là, puis il le savait. Puis il a comme un peu utilisé cette situation-là en plus. Puis là, il a essayé de nous négocier un exit à des valeurs qui ne faisaient pas de sens. Parce qu'en plus de ça, quand tu es consultant, ben, on n'a pas de building, on n'a pas d'actifs. Fait que, on ne peut pas arriver à la banque et dire ben, écoute, passe-moi 1 million pour qu'on rachète le gars puis on passe à autre chose. Il n'y a pas moyen d'aller chercher de l'argent. Puis même les investisseurs qu'on avait autour de nous autres, parce qu'on travaillait avec des investisseurs qui aidaient les PME qui ont travaillé. Parce qu'on faisait un peu aussi du merger and acquisition, là, c'est la transition d'entreprise. Puis, on n'a pas été capable de négocier de quoi pour qu'il faisait son affaire avec lui, parce qu'il demandait des montants tellement élevés parce qu'il était insolvable avec son autre business puis qu'il y avait de la misère. Puis là, il a essayé de sauver son autre business en il a essayé de sauver sa vie personnelle, je pense, au travers de ça, parce que son autre business, il devait avoir mis sa maison en garantie. Puis il y avait d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passait dans sa vie, mais il a vu une opportunité, ça allait plus bien avec nous autres, puis on avait un loophole dans notre convention d'actionnaire, puis ça nous a fait mal un peu. Ça, c'est pensez-y bien, faites attention aux conventions d'actionnaire. Tu parles de vous ouvriez un bureau en Tunisie puis tout ça, fait que vous deviez être une couple d'employés. Oui, c'est ça. Ben, on avait beaucoup de pigistes avec qui on travaillait. Des gens qu'on travaillait en fonction du mandat. Ben, on avait un pool de pigistes avec qui on travaillait fréquemment, mais plus nos employés en Tunisie pour le développement ERP. Au total, on avait peut-être une trentaine de personnes là, qu'on devait feeder puis qu'on utilisait sur nos projets au quotidien. Là. Fait que c'est ça. Puis quand c'est arrivé, ben, du jour au lendemain, quand le loophole qu'il a utilisé, ça a fait qu'on ne pouvait plus encaisser nos chèques, on ne pouvait plus payer nos employés, on ne pouvait plus se payer non plus. Fait que là, puis là, on venait d'utiliser une grosse portion de nos liquidités en plus. Fait qu'on n'avait plus de liquidité beaucoup. Fait qu'on avait besoin d'encaisser nos chèques de nos clients. Là, on a essayé de maintenir l'entreprise pendant 6 mois de nos poches, puis il a fallu tirer à la plug, c'est ça. Fait que là, l'entreprise n'existe plus. N'existe plus aujourd'hui, non. On est tous partis chacun notre bord. Mais tu sais, tout le monde... mais les 2 autres partners sont encore entrepreneurs aujourd'hui. C'est la réalité. Tu fais une business, ça ne sera pas ta dernière. Les 2 autres, puis toi aussi. Ouais. Dans le fond. Mais c'est du monde avec qui tu as encore des contacts un peu? Pas celui-là qui nous a causé des problèmes. Je pense pas que je vais être capable de garder des contacts avec cette personne-là parce que la réalité, c'est que je veux pas minimiser ce qui se passait dans sa vie, mais il nous a mis dans la marde quand même. Ouais. Puis, ça a été une pilule qui a été dure à avaler, puis ça nous a coûté cher. Là, je veux dire, j'ai payé pendant 5 ans après. J'ai mis tout mon petit change là-dedans pour essayer de continuer le business. Puis, c'est de l'argent que j'ai perdu que je ne reverrai jamais. T'sais. Il vous a embarqué ses problèmes personnels à vous autres. Là. Ouais, c'est ça. Mais cette idée de partir avec des partenaires. Pourquoi faire ça? Non, mais l'autre, c'est ça, l'autre partner, j'ai gardé une bonne relation avec. Aujourd'hui, il a sa business, puis on se parle pas fréquemment, mais on s'est reparlé il y a 2 ans encore. Il y a peut-être des potentiels qu'on fasse de quoi ensemble encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on a toujours gardé un bon respect un l'autre parce qu'on avait une bonne relation d'affaires. Là. Ça t'a-tu impacté dans ta décision de rejoindre BeatConnect, de dire comment ça a mal été la dernière fois? Là, je pense que tu connais un petit peu plus le monde. Là. Je connais plus le monde, je sais plus où je m'enligne. Ben, ça m'a impacté, je te dirais oui, parce que j'ai pris le temps d'apprendre à connaître un peu plus mes partenaires actuels avant d'officiellement dire OK, je veux des shares puis I want to be part of it. Là, c'est sûr que ça a fait que j'ai pris le temps d'apprendre un peu plus qui sont mes partners puis être sûr qu'ils sont vraiment bien impliqués au même niveau là, que moi dans le business. Là. Pour le reste, je pense que la seule chose que ça a eu comme impact, c'est un impact positif parce que
malgré que c'est un moment difficile, tu apprends aussi à te connaître aussi là-dedans. Puis c'est quoi ton niveau de risque, comment tu vis avec ça? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est risqué. Là. Peu importe ce que tu fais, c'est un risque que tu prends de A à Z. Tu sais pas comment ça va aller demain. Même si ça va bien présentement avec la business, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Puis est-ce qu'on va faire un exit qui va être assez rentable versus toute l'énergie qu'on a mis? Ouais, tu sais. Mais... Fait que ta tolérance au risque, tu l'as un peu... je l'ai bien... Tu l'as étiré pas mal. Je savais que j'étais quelqu'un qui était tolérant au risque, mais en même temps, c'est ça, il faut t'apprendre à comprendre, il y a un risque, toi, personnel, puis il y a le risque, j'ai une femme et un enfant, il y a le risque pour ma famille aussi, qu'il faut que tu sois capable de faire un gap entre les deux. Là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que tu apprends à vivre avec le risque là-dedans. Là. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, c'est plus juste toi, c'est plus juste ta vie, la vie familiale et tout ça. C'est-tu de quoi que tu jases avec ta femme? Elle est bien impliquée dans ma réalité d'entrepreneur, mais elle sait aussi que je serais malheureux pour être entrepreneur. Ouais, c'est ça, elle comprend, elle me supporte bien dans toute cette réalité. Ouais, ben c'est important parce que c'est une vie à part, l'entrepreneur. C'est dur de comprendre c'est quoi si tu ne l'es pas, essentiellement. Il y a beaucoup de gens qui me challenge autour de moi de dire, il me semble que tu travailles pas mal. Je suis comme, oui, la réalité, mais je le fais pour moi. C'est ça. Puis, je veux dire, l'autre affaire qu'il y a, c'est tu le fais pour toi, mais en même temps, t'es pas brûlé par ton travail de la même manière que si tu mets de l'énergie pour quelqu'un d'autre puis t'as pas de retour. T'as de la passion. Même si c'est dur, t'es passionné de vouloir livrer, t'es passionné de vouloir arriver à la prochaine étape, t'as le goût d'y aller. Fait que tu continues à mettre les efforts, puis même si t'es fatigué, tu le fais. Puis, mais c'est important quand même que la personne à qui tu partages ta vie soit tolérante de ça, parce que c'est pas tout le temps, t'es pas tout le temps réceptif à tout ce qui se produit après ça dans la vie familiale. Ça bouge dans la tête pas mal. Là. C'est dur à comprendre aussi, puis quelqu'un qui n'est pas dedans. C'est pas facile, mais si t'es quelqu'un de passionné dans la vie, je pense que c'est une chose que tu vas triper, être entrepreneur. C'est une bonne manière d'exprimer ta passion. Ouais, c'est capable de gérer le stress et le risque. Et voilà. Il faut que tu sois capable de gérer ça. Exact. D'un côté plus personnel, t'es rentré entrepreneur quand même un peu plus tard dans ta vie, on va dire professionnelle ou personnelle. Oui. Tu penses-tu que tu aurais été capable de faire ça comme en sortant de l'école? Nous autres, on a fait ça en sortant de l'école, on s'est pitché là-dedans, on s'est dit, il n'y a pas de problème, mais toi, tu avais un petit peu plus d'expérience. J'avais du bagage, puis j'avais vu beaucoup d'entreprises aussi. Comme, quand je travaillais chez Bombardier, j'ai vu tellement d'entreprises que je pense que, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très hands-on. J'aime ça bien comprendre ce que je fais. Ouais. Puis juste aller donner du conseil, même si j'ai toujours eu un bon coffre à outils en gestion, là, je veux dire, je me suis spécialisé là-dedans. T'as pas d'expérience. Je pense pas que j'aurais été bien avec moi-même de commencer ma carrière chez KPMG comme consultant junior, là, puis de juste me lancer là-dedans puis donner des conseils aux gens sans savoir de quoi je parle. Non, je comprends. Fait que le bagage de Bombardier, de tout ça, t'as sécurisé dans le fait que tu étais capable de faire ça. C'est pas me sécuriser, c'est que je suis quelqu'un, j'aime pas donner un conseil à quelqu'un si je l'ai pas vécu moi-même. Okay. Donner un conseil à quelqu'un, puis on en voit plein aujourd'hui, c'est super en mode, des coachs de vie. Il y en a partout. Là. Je vais donner des conseils aux gens sur des choses que j'ai même pas vécues encore dans ma vie. La réalité, c'est que ton conseil, il vaut ce qu'il vaut. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu, qui te l'a appris, puis tu le donnes à quelqu'un, il y a une portion de donner des conseils aux gens qui est aussi une relation personnelle que tu as avec la personne. Il faut qu'elle ait confiance que toi, tu sais de quoi tu parles. Puis c'est dur de bâtir cette relation de confiance-là quand tu n'as pas assez connu ça pour être capable de gratter un peu plus loin puis comprendre son vrai problème à lui. Puis en tant que consultant, je pense que c'est là que tu excelles, c'est quand tu comprends bien ce que ton client il y a vraiment besoin tangiblement dans sa réalité. Pas juste, je pense que tu as un problème de même, là, je vais te donner une mathématique standard là, avec une petite présentation puis une coupe d'outils, puis je vais te dire, tu devrais faire ça. T'sais. Il faut qu'il y ait ce concept-là où ce que tu le comprends bien. Fait que moi, je pense pas que je l'aurais fait plus tôt. Je pense que je suis content de l'avoir fait à ce stade-là dans ma carrière. Puis, on parlait de Bombardier. Tantôt, tu nous as mentionné justement que tu faisais que ça t'a amené à travailler avec toutes sortes de monde, dans toutes sortes d'autres entreprises, à travers des pays. Tu nous as conté en pré-podcast que tu avais une expérience avec des Taïwanais, c'est ça? God.
Écoute, c'est ce que je disais tantôt, il y a comme l'aspect culturel que tu apprends à découvrir qui est très différent d'une culture à l'autre. Je vais parler en premier de travailler avec les Allemands. J'ai toujours aimé travailler avec les Allemands parce que les Allemands sont très directs. C'est même c'est même weird un peu les premières fois parce que tu es arrivé dans les meetings puis des fois tu as l'impression que tu te fais engueuler littéralement par le gars. Mais après ça, on s'en va prendre toute une bière ensemble puis tout le monde est comme les meilleurs amis du monde. Là. Mais tu sais, au travail, ils sont très Très focus. Ah ouais, ils sont focus au bout. Puis moi, j'adore ça. J'adore ça parce que ça livre. Les gars, là... No bullshit. Non, Ouais, c'est no ça. Il n'y a bullshit. pas de bullshit. On dit qu'est-ce que c'est. Puis on est là pour tout livrer ensemble. Fait qu'il n'y a pas de « Ah, comment tu files aujourd'hui? » Non, ça, j'ai bien Pas de aimé. small talk. Mais à l'inverse, travailler avec les Asiatiques, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus dur. Puis on travaillait beaucoup avec les Taïwanais dans le temps parce qu'on avait un de nos partenaires structuraux qui était à Taïwan. Puis pour mettre un peu en contexte la situation, dans le domaine de l'aéronautique, un fournisseur, même un partenaire structuraux, mais un fournisseur de ce partenaire structuraux-là, puis même jusqu'à son deuxième, troisième fournisseur, ne peut pas faire de changement sur son procédé ou sur sa pièce sans avoir l'approbation de nous, là, qui est Bombardier, qui est l'entité qui a la certification puis qui fait le plug and play de tout ça. Bref, histoire courte, leur sub-tier, genre 2-3e niveau, avait fait un changement dans la fabrication d'une pièce, puis eux autres, ils le savaient. Ils l'ont quand même intégré dans leur ils s'occupaient du half-fuse de l'avion. Ils ont intégré les pièces dans la half-fuse. On est arrivé à la ligne finale. Les pièces sont plus à l'OML, qui est la forme que l'avion doit respecter, puis qui a tout un effet sur l'aérodynamique. Puis là, c'est la panique. Là, on a mis comme 10 avions. Toute la ligne de montage est arrêtée. Il y a 10 avions qu'il faut grounder parce que là, on s'est rendu compte comme plus tard que ces pièces-là avaient été mises. On s'en va à Taïwan, puis là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis je rentre dans la salle de meeting. Il y a comme le VP du fournisseur avec le VP du partenaire structuraux, les directeurs d'ingénierie, puis tous des gros placés, plus le sub-tier, le deuxième sub-tier supplier qui est là. Puis tout le monde est là, rentre dans la salle, puis déjà, il y a une tension énorme, ils rentrent dans la salle. Moi, je m'en vais là, dire, regardez les gars, là, il faut comprendre ce qui s'est passé avant tout. C'est ça le but, là, on vient investiguer pour comprendre ce qui s'est passé. Puis là, au travail du meeting, je vois que la tension monte un peu, puis là, quand finalement le chat sort du sac, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je dis, les gars, vous savez, là, c'est un processus de base que vous devez respecter. Dites-nous-le avant, on va vous dire si vous pouvez faire ça ou non. C'est ça la réalité. Puis là, soudainement, le VP du fournisseur, du sub-tier supplier, le VP de l'autre supplier et le directeur ingénierie qui a approuvé le changement de notre fournisseur à nous autres, les trois en larmes. Puis là, ça pleure, puis là, ça pleure. Puis là, je suis là, moi, j'ai un malaise complet dans la salle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais attaqué leur famille, littéralement. Parce que, indirectement, pour eux autres, tu les fais mal paraître devant leur père. Là. Ils sont là. Là. Puis, leur père, là, c'est comme le VP de la grosse entreprise au-dessus d'eux autres. Là. C'est comme, je viens de faire honte à mon père, littéralement. Puis, toi, tu les as fait paraître comme des gens qui ne devaient pas faire ce qu'ils devaient faire devant leur père. Puis là, leur père a l'air d'un épais devant toi. Fait que, automatiquement, là, moi, j'étais dans la salle de meeting, je ne savais pas quoi faire. Pas du tout. Puis ça a duré longtemps, là. C'était un bon 20 minutes, là. Oh, sorry. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment tu réagis face à ça? J'avais aucune map, puis j'étais pas outillé à ça, puis j'étais pas très vieux non plus. Là. Je commençais ma carrière. Puis je savais pas du tout comment réagir avec ça. Mais ça a été un moment extrêmement malaisant dans ma carrière. Puis après ça, ils ont tout fait pour essayer de me faire sentir bien, là, puis que je les fasse pas mal paraître devant Bombardier. Puis là, ça a été un trip de 4 jours de temps où ils ont essayé de m'amadouer là, au maximum là, pour que je dise pas de mal de du fournisseur en question. Mais malheureusement, c'est plate, mais tu peux pas faire ça dans ce domaine-là. C'est quel le plus gros malaise entre ça et la salle de conférence? Ouais, c'est ça. La salle de conférence, c'est quelque chose, mais l'affaire qu'il y a, c'est que
je pense que tu sais plus un peu comment réagir face à ça que quelqu'un qui se met à pleurer, comme des VP qui se mettent à pleurer devant toi comme ça. Dans un meeting. Moi, je m'attendais pas à ça. Ouais, Ça m'a désarmé complètement. Là. Business meeting, tu t'attends à ce que tout le monde soit... On trouve des solutions. On est là pour trouver des solutions puis trouver un way forward, aller en avant. Pas se mettre à pleurer tous ensemble autour de la table. Ah ben c'est ça, c'est toutes les cultures. Mais il y a un livre qui existe, je me souviens plus du nom, là, mais qui explique genre, chaque culture, comment dealer là, avec eux autres. Là, Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ça, c'est une affaire qui était un peu spéciale. C'est dans le type d'emploi que j'avais. Il y a personne qui te prépare à ça. Aucun training. Non, t'as pas vraiment de training culturel envers les c'est comme va-t'en là-bas, parle-leur, puis reviens. Tu l'apprends sur le tas. Ouais. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que un des gars, mon contact là-bas de la compagnie, je travaillais avec fréquemment. Là. J'avais jamais comme eu d'idée que ça pouvait se produire, cette affaire-là. Mais quand je suis allé là-bas, il m'avait pas préparé non plus. Il aurait pu me le dire là, facilement. Fais attention comment tu vas dire ça. Puis nous autres, on est un peu, qu'on le veuille ou non, les Québécois, on est un peu cow-boy aussi dans notre approche. On est comme. On dit les choses. On n'a pas peur. Ça a changé un peu. On dit les choses, mais on aime ça tourner autour du pot aussi. Oui, mais si tu compares à d'autres cultures, on est plus franc dans notre façon de parler. Puis on s'entend, moi, j'ai une grosse voix, puis je parle fort. Puis, je pense que ça dépend des sujets. Il y a des sujets encore tabous au Québec. Parler d'argent, là, on tourne autour du pot longtemps. On fait de la vente, puis avoir un nom au Québec, là, c'est dur. C'est difficile. Ça, c'est des sujets bien particuliers qu'on a plus de misère à parler, mais sinon, dans le quotidien, quand tu veux faire, t'as de quoi à faire. Là, entre nous autres, on est très straightforward, comme là, go to the point. Là, si quelqu'un... On dirait qu'il y a comme une... tu veux pas déplaire, c'est comme... Oui. Un petit peu plus que les Américains. Ouais. Un petit peu plus que les Américains. On a le petit côté européen. Là, même en Europe, mettons un Français, là, il va te le dire, sa façon de penser. Là. Ça dépend c'est quoi dans la hiérarchie que tu es. Moi, j'ai des affaires que j'ai appris de travailler avec les Européens. C'est si c'est ton boss, tu lui dis pas ce que tu penses. Si c'est son subalterne, tu vas lui dire en tabarouette ce que tu penses. Fais un cold call au Québec, fais un cold call en France. En France, ils vont te le dire. Oui, parce que, mais tu sais, dans ton cas, mettons un fournisseur, c'est peut-être un peu différent. Il n'aura pas peur de te dire ce qu'il pense, mais il y a quand même un aspect très hiérarchique en Europe qui est très fort comparativement à nous autres. C'est vrai qu'il apporte pas mal plus d'importance à ça. C'est le fun qu'on parle de culture parce qu'on a notre chroniqueur maison qui a une anecdote à partager avec toi. Fait que j'espère que tu es prête. Notre humoriste maison avec ses jokes plates. Bonjour. Hey, toi. Je te confie sur ton micro, c'était pour dire ça. C'est enlevé. Bon, ben oui, effectivement, tu as eu un choc culturel avec tes fournisseurs en Taïwan. Puis moi aussi, j'ai déjà eu avec un client un choc culturel. En fait, j'ai vécu un clash en vendant ma laveuse sur Marketplace. Je vais venir te raconter ça, hein. Moi, à la base, je l'avais entreposé, là, juste pour dire, chez mes parents, à Repentigny. Fait que quand le gars qui m'avait écrit pour me dire qu'il s'en venait chercher la laveuse, moi, je m'installe dans le driveway avec mon père. Puis là, il y a une petite Yaris rouge qui arrive, Spark Carculon dans le parking. Puis en sort un grand monsieur de 6 pieds, rasé, là, tu sais, beau bonhomme, en toge orange, un moine bouddhiste, avec son assistante bouddhiste, elle aussi. Puis je dis son assistante parce qu'elle était pas patchée. Puis tu sais, pour être bouddhiste, il faut que tu sois full patch, tu sais, faut que tu aies tué quelqu'un. C'est connu. Puis là, je regarde la laveuse, puis la Yaris, puis j'imagine la scène burlesque. Là. Moi, mon père, 2 moines bouddhistes qui essaient de faire fitter la laveuse dans petite Yaris. Mais ça a rentré facilement, finalement, parce que faut jamais sous-estimer les dimensions de rangement optimales de la Toyota Yaris hatchback, qui, avec tout ça, est quand même dotée de 9 coussins gonflables de série et du système de sécurité Star MC. Je sais pas si c'est ça chez Bombardier, le Star MC. Non? On n'avait pas ça dans les avions. Ah, c'est solide. Ben, peut-être parce que vous n'avez pas le mode sportif, mais le moine bouddhiste, lui, avait le modèle sportif SE. Sa suspension calibrée s'est adaptée tout seul au poids de ma laveuse en arrière. Pour de vrai, j'ai rarement vu un aussi bel alliage de style et d'utilité dans un véhicule de catégorie sous-compact. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un chum bouddhiste qui vend la sienne. Donc, sur Marketplace. Bref, le moine bouddhiste, il me dit que ma laveuse va être installée dans le temple bouddhiste de Montréal. Puis je sais pas quand vous vous débarrassez d'un objet, si des fois vous vous demandez ce que l'objet va devenir, tu sais, il disparaît pas. C'est pas deuxième vie. Exactement. Puis moi, je me le demande souvent, puis là, je sais que ma laveuse, elle passe une belle retraite à laver des toges oranges, puis je le sais qu'elle le fait bien. Et vous, à la maison,
Savez-vous ce que deviennent les choses dont vous vous débarrassez? Moi, je sais que mes 5 dernières batteries de char contribuent à acidifier l'océan en étant au fond du fleuve. Ça, c'est ma façon à moi de lutter contre les tarifs. Je sais que la sécheuse que j'ai essayé aussi de vendre, mais qui ne fitait pas dans la Yaris, elle contribue aussi au réchauffement climatique en étant dans le fond du fleuve. Fuck les tarifs. Je sais que le gun que j'ai acheté à un gars patché, mais pas bouddhiste, chill aussi dans le fond du fleuve. Ça a rapport avec les tarifs, là aussi. Okay, hein? Je sais que le corps criblé de balles du serveur du Pacini qui a arrêté de mettre du parmesan sur mes pâtes avant que je dise d'arrêter est en train de s'imbiber d'eau dans le fond du fleuve. Les hosties de tarifs. Je sais que les 2 mains du gérant du même Pacini qui m'a dit qu'il restait plus de pain dans le bar à pain sont en train de se faire grignoter les doigts là, par des poissons dans le fond du fleuve. Maudit Trump à marde! Non, mais il y a 2 expressions alimentaires à respecter dans la vie. Hein. Un, pas de bras, pas de chocolat. Vous connaissez. L'autre, c'est plus de pain, plus de main. Bien sûr. Ou, c'était-tu plus de pain, plus de reins? Parce que moi, j'ai quand même pris ces 2 reins, puis je les ai revendus. Puis ça s'est revendu pas mal vite, d'ailleurs. Hein. Ça s'est vendu comme des petits reins chauds. C'est bon pour les tarifs, ça. Ouais. Non, mais parce que moi, je suis un grand fan de cuisine italienne, puis il y a un standard d'expérience auquel je m'attends quand je vais au Pacini. Faut que ce soit respecté, tarif ou pas tarif. Fait que c'est pour ça. On parlait de quoi, donc? Ah oui! J'ai vendu une laveuse à un moine bouddhiste. C'est vrai, on parlait de ça. Je me rappelle que je vendais ma laveuse 500$, puis il m'a fait une contre-offre à 400$. Puis pour un gars que sa religion, c'est de délaisser son ego, ben, est-ce qu'il m'a négo quand même, hein? Quand même pas pire. Pour qu'un bouddhiste négocie, ça veut dire que ses affaires vont vraiment pas bien, là. Lui, il avait juste 400$, des robes qui sentaient trop le swing, puis il était comme, ça peut plus rester le même, là, faut que ça change. Un bouddhiste qui doit se résoudre à négocier, pour moi, c'est un peu comme une de mes collègues quand j'étais moniteur de ski quand j'avais 15 ans. Je m'explique. En gros, en haut de la montagne de ski, il y a une petite cabane avec un foyer pour ceux qui veulent se réchauffer. Puis un jour, quand on avait 15 ans, ma collègue puis un autre de mes collègues étaient dans le refuge, tout seul. Puis à 15 ans, t'as les hormones dans le tapis, tu sais. Puis c'était son moment. Son moment où il était prêt à vivre sa première fois. Puis bref, pour se protéger, tout ce qu'il y avait sur eux, mes 2 collègues, c'était un ziploc puis un élastique. Puis c'est comme ça qu'elle est devenue une femme. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le feeling d'un ziploc dans ta féminité, c'est un peu comme le feeling de l'emballage d'un Mr. Freeze quand tu le manges. Tu sais, les 2 ont des petits coins pointus qui vont te boursoufler les lèvres, là. Puis pour les ziplocs, comme pour le Mr. Freeze, on va s'entendre, c'est vraiment juste quand t'es en chaleur que t'as besoin de ça. Là. Sinon, t'as toujours une meilleure alternative. Puis c'est exactement comme ça que devait se sentir le moine bouddhiste quand il m'a négocié ma laveuse. Il se sentait à court d'options. C'est ça que je voulais dire, en gros, avec ça. Fait que là, on serait rendu au bout, à l'étape où j'arrêterais ma chronique. Mais j'ai encore des choses à dire sur Madame Ziploc. Premièrement, aujourd'hui, elle a 2 enfants. Fait que j'ai comme l'impression que le monde de la contraception, finalement, pour elle, elle a pas aimé ça. Deuxièmement, combien de tours d'élastique ça prend pour être dans le sweet spot? Moi, je suis un gars curieux. J'ai vérifié. La réponse, c'est 3. Ça te donne un bon edge. Puis j'ai réalisé que si tu veux en profiter au max, enlève pas ton lunch du Ziploc avant de l'utiliser. Place-la comme entre les 2 pains de ton sandwich, là, c'est comme moelleux, le feeling est le fun, puis ça te donne plus de girth, hein, c'est win-win. C'est win-win-lose parce qu'après, t'as le saucisson qui sent la moutarde de Dijon, mais sinon, 10 sur 10, moi, je recommande. Bref, le lendemain de la vente de ma laveuse, j'ai eu une notification Facebook comme quoi le moine bouddhiste m'avait laissé un review marketplace. 5 étoiles. Et je me suis dit à quel point il aurait fallu que je sois une marde pour qu'un moine bouddhiste me donne un mauvais review. Puis je pense à tout ça, là. Toute cette histoire-là avec Madame Ziploc, puis le fait pour moi, c'est un peu la même affaire que de se rabaisser à négocier une laveuse sur Marketplace. Et je me dis que s'il m'avait entendu, le moine bouddhiste m'aurait clairement donné 1 étoile. OK, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon fin de podcast. Merci, Alex Hogan, pour cette pertinence. De toute beauté. Je pensais à 3 élastiques. Ça doit dépendre si tu utilises des élastiques à brocoli ou des élastiques sans d'or. Il manque de détails, Hogan, dans les chroniques. Fait que t'en rajoutes. C'est important d'être précis. On veut des noms. Ben, merci Hogan pour les magnifiques histoires d'élastique. Je pense que la prochaine fois qu'on va mettre notre sandwich dans le Ziploc, on va penser à toi. Ça va être intéressant. Moi, je voulais revenir sur un sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on a jasé un petit peu petit à petit. Là, on parlait, tantôt,
Au Québec, on est plus straight. On t'a parlé un peu chez Bombardier, grosse business. Il y a du monde qui reste là longtemps. Je pense que l'un des tabous, justement, dans les entreprises, encore plus dans les grandes entreprises au Québec, c'est un peu la manière qu'on récompense, comment on monte des gestionnaires, du monde qui ne devrait pas nécessairement être là. Je pense que tu as vécu un peu ça, ayant travaillé dans le passé, dans des grandes entreprises, peut-être dans des plus petites dessus en consultation. Mais... Partout. Principe de Peter. Partout. Je pense que je sais pas à quel point c'est quelque chose qui est répandu ailleurs dans le monde, dans d'autres cultures, mais je sais qu'au Québec, on a tendance à faire ça, de dire, ben, quelqu'un qui est très bon techniquement puis qui a donné beaucoup à business, après un bout de temps, on dit, ben écoute, on te récompense en te donnant un poste de gestionnaire, puis la personne, ben, à la base, on a tendance à se penser à dire que, ben écoute, j'ai fait ça pendant 20 ans, mon prochaine étape, c'est de devenir gestionnaire. Ça marche dans certains cas, mais le 3/4 du temps, ça fonctionne pas parce que c'est deux types de travail complètement différents. Puis ton coffre à outils est rempli de choses techniques que tu as fait toute ta carrière, mais pas rempli d'outils de gestion. Puis ton focus va toujours être un focus technique beaucoup plus qu'un focus gestion. Puis ça fait que ça cause beaucoup de problèmes dans les entreprises. Oui, puis l'autre affaire, c'est pas parce que des fois, les systèmes, c'est de moins en moins pire, mais tu sais, dans une entreprise, si tu veux monter de salaire ou juste de poste, faut que tu ailles vers la gestion. Fait que c'est comme le chemin logique, mais c'est pas parce que c'est ça le chemin que tu as le goût de faire ça non plus. Tu sais, mettons, en dev. C'est vu comme étant comme un succès. Là. J'ai réussi dans ma carrière parce que j'ai monté, mais ça veut pas nécessairement dire ça. Tu peux avoir du succès puis rester dev toute ta vie ou rester gestionnaire de projet sans gérer l'entreprise. Tu sais, fait que je pense que c'est un peu... Il y a une perception un peu... Ben, c'est pas une bonne perception, mais je pense qu'une des choses qui fait qu'on a encore... Ça s'en va de plus en plus. On est en train de se détacher de cette perception-là. Mais une des choses, comme mettons, moi, quand j'ai commencé à travailler, ça fait peut-être 10 ans qu'il y avait vraiment des cours clairs de gestionnaire. Tu fais une carrière en gestion. Fait que c'était encore très mal compris sur qu'est-ce qui est un bon gestionnaire dans les entreprises. T'sais, on prenait des gens qui étaient techniques, on les faisait monter, puis après ça, that's it. C'est l'agent, tu deviens un spécialiste de ton département, c'est toi qui gères les gens en dessous, puis tu fais tout le temps la même affaire. Mais ça fait pas des bons gestionnaires, puis ça l'aide pas l'entreprise à croître, ça l'aide pas l'entreprise à aller ailleurs, ça l'aide pas l'entreprise à évoluer. Fait que graduellement, c'est comme devenu, il y a des gens qui se sont spécialisés en gestion, qui sont spécialisés là-dedans, qui deviennent des gestionnaires, qui ont des carrières de gestionnaires, mais ils ont tout un coffre à outils rempli de ça. Ils font ça dans le quotidien. Puis aujourd'hui, ça a encore un impact encore plus négatif. Je l'ai vu beaucoup quand je faisais la consultation parce que ça devient souvent des situations un peu toxiques dans les entreprises où tu as un gestionnaire qui est en place, que le propriétaire, le président, a fait comme, tu sais, toi, tu es là depuis 20 ans, tu es un bon gars, tu sais, tu connais la business. Je te fais confiance. Je te fais confiance, tu vas te mettre comme gestionnaire. Mais là, tu es pogné avec un gestionnaire que lui, il dit, ben moi, je suis gestionnaire. Mais tu dis oui, mais tu ne m'aides pas à faire de la croissance, tu ne m'aides pas à développer l'entreprise, tu ne m'aides pas à amener ton département ailleurs. Tu fais tout le temps la même affaire, de la même chose, de la même manière, parce que c'est toujours comme ça qu'on l'a fait. Puis tu es très technique, puis tu es tout le temps focusé dans des détails techniques au lieu de penser à toi, ton rôle de gestionnaire, c'est de faire évoluer la business, c'est de la rentabiliser, c'est d'aider ton personnel à livrer ce qu'il a à livrer, mais c'est aussi de donner de la vision sur où ce qu'on s'en va. C'est quoi les prochains outils qu'on met en place? Comment que je m'intègre mieux avec les autres départements? Comment je livre plus de valeur pour l'entreprise? Puis ça, c'est pas inné pour quelqu'un qui est technique de commencer à penser comme ça. Tu gères pas des humains de la manière que tu gères un projet technique. C'est une autre game complètement. Non. Mais d'un autre côté, en tant que gestionnaire, tu peux pas te contenter de juste avoir des skills de gestion non plus. Puis c'est ça va à sens inverse aussi. Quelqu'un qui a fait une carrière de gestionnaire, si tu te donnes jamais la peine de comprendre puis d'être un peu plus hands-on sur le produit ou sur ce que ton entreprise fait, tu vas jamais être un bon gestionnaire non plus. Ça va un peu dans l'autre sens aussi. Parce que j'ai vu des gars qui ont fait juste de la gestion aussi, puis ça, je l'ai vécu dans ma carrière plusieurs fréquents. Tu as un gars qui est très fort en gestion, mais qui est tellement mauvais à comprendre ce que l'entreprise fait que prend des décisions qui n'est jamais opérationnalisable. On ne peut pas l'opérationnaliser, on ne peut pas le rentrer on ne peut pas le livrer, c'est impossible parce que les opérations d'entreprise ne permettent pas ça. Puis le gap est tellement grand que le changement qui est impliqué à vouloir aller vers là, tu vas briser tes employés, tu vas briser ton flow, tu ne livreras pas. Puis c'est pas fonctionnel. Ça crée un sentiment aussi de, tu sais, les employés qui
qui sont comme les boss comprennent jamais. T'as pas de leadership envers tes employés. Tu perds du leadership envers tes employés, puis pourtant, tu dois être capable de montrer ce leadership-là. Tu as besoin d'avoir un minimum de leadership technique. Si on va dire le terme exact. Tu as besoin d'avoir un minimum de leadership technique pour être capable que tes employés écoutent puis ont suffisamment confiance en toi pour dire, OK, ils comprennent notre réalité, mais maintenant, il essaye de nous amener quelque chose ailleurs aussi, puis j'ai confiance que ce qu'il fait, il est correct parce qu'il comprend bien notre réalité. Puis il va le mettre en contexte. Mais c'est ça. Je pense que ce que ça fait, c'est que ces gestionnaires-là, à long terme, ils deviennent toxiques pour ton entreprise. Puis tu peux plus t'en débarrasser. Tu peux pas dire aux gens de main, excuse, je vais te faire descendre comme leader technique parce que ça fonctionne pas comme gestionnaire. Parce que là, tu es en train de dire aux gars, ben voilà, tu sais, je t'ai glorifié en te donnant un poste de leadership, puis là, ben je vais te redescendre. Cette personne-là, tu la tues. Tu tues tout ce qu'elle va te donner pour toi. Puis en même temps, ces leaders-là aussi, justement, en vieillissant, ben, on le sait tous, en vieillissant, il y a une réalité où tu es de moins en moins flexible tu es moins prêt au changement, tu es moins prêt au risque, tu veux que les choses, ta petite routine, ces choses-là. Fait que déjà, en partant, tu es un leader un peu négatif en partant. Tu n'écoutes pas bien tes employés, tu n'aides pas l'entreprise, puis là, ben, tu deviens un bottleneck pour ton entreprise. Puis je l'ai vécu à plusieurs reprises, surtout en consultation. On a évalué l'entreprise, on a évalué les gens en place pour dire est-ce qu'on est capable de mettre ces changements-là en place parce qu'ils vont être capables de les livrer. Puis il y a tout le temps, c'est quasiment toutes les entreprises j'ai passé, il y avait un cas de gestionnaire comme ça, tu te fais comme cette personne-là, c'est plate, mais il faudrait que tu lui donnes un bon package puis que tu t'en débarrasses ou tu réussis à trouver un moyen de le ramener dans un rôle de consultant technique pour l'entreprise, mais tu le tasses d'un rôle de gestion parce qu'il ne pourra pas amener ton entreprise où ce que tu veux l'amener. Oui, ça peut être difficile pour un entrepreneur d'accepter le fait d'avoir monté quelqu'un une place qui n'aurait pas dû. Ça, c'est l'autre affaire. Cette personne-là, souvent, les présidents, ben, s'il l'a mené là, c'est parce qu'il fait confiance. Puis lui-même, il sent qu'il trahit cette personne-là en la tassant. Fait que c'est tout le temps des discussions difficiles, là, on s'entend, là, d'avoir ces discussions-là dans ces réalités-là. Puis moi, ce que j'ai un conseil à donner, c'est tout le temps, si vous mettez quelqu'un en gestion, assurez-vous que cette personne-là elle a un coffre à outils de gestion. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait, puis elle va être capable de vous livrer un plan avant de vous dire on va le mettre en place. Parce qu'il était là pendant longtemps puis qu'il connaît nos opérations. C'est arrivé dans tes années de consultation qu'un client qui écoute ton conseil qui ont changé le management? Ça n'a jamais été facile. Ah, définitivement pas. Mais oui, c'est arrivé. Là. Mais tu sais, souvent, là, un des problèmes aussi, c'est que on s'entend, là, c'est pas toutes les entreprises qui font bien ça, de faire des plans de transition. Là. Ouais. Ils ont des gestionnaires vieillissants, puis ils pensent pas dans 5 ans, il faut falloir que je pense à le changer. C'est qui que je commence à mettre là, qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que ça casse les reins aussi souvent de pouvoir aller de l'avant avec ces plans-là. Là. Définitivement. Ouais, on dirait que ce processus-là est comme pas assez connu, on dirait, parce que nous autres, ça arrive souvent. Là, on en ramasse dans le logiciel. Là, des projets de mon programmeur est parti à la retraite il y a 6 mois. Je suis dans la merde parce qu'on a rien. Il n'y a personne qui comprend son code. On n'a rien documenté. Aucun plan de pression. Là, c'est comme OK, on va t'aider, mais ça pas de phase-out de fait. J'ai pas rentré un nouveau. J'ai pas planifié d'avance tout ce qu'il y avait à regarder, à préparer, à transférer comme knowledge. Les plans de transition, c'est. Je veux dire, quand on faisait des évaluations d'entreprise, il y a deux facteurs premiers qu'on disait est-ce que cette entreprise-là est prête au changement? C'était premièrement les gestionnaires en place, puis deuxièmement, est-ce que tu as des plans de transition pour tes gestionnaires en place, puis les personnes qui vont pousser ton projet dans ton entreprise. Parce que si tu n'as pas de plan de transition, tu as un projet justement de changement organisationnel, c'est sur plusieurs années, tu ne fais pas ça en l'espace de 6 mois. Fait que si tu n'as pas un plan de transition, quelqu'un qui va être capable de reprendre ça, puis graduellement, reprendre les rênes de ça, à un moment donné, ça va tomber d'une craque, puis ça va casser. Ouais. Puis documenter, puis je pense qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Documentation, je pense que c'est générique chez les entreprises. Mais c'est ça. Mais comme tu disais au début du podcast, c'est toujours plus facile de donner un conseil que de l'exécuter et le recevoir. Parlant de conseil, tu nous as dit que tu en avais reçu un bon là, au début de ta carrière. Ouais. Tu sais, en tant que consultant, il y a comme des écoles de pensée en tant que consultant. Puis, quand j'étais au début de ma carrière de consultation,
y avait un consultant que je connaissais bien parce que j'avais travaillé avec lui chez Bombardier. C'est un consultant qui était super connu dans mon domaine à moi, qui a une bonne notoriété. Puis, tu sais, c'est une grosse tête là, en génie industriel. Puis, c'est un gars qui est là depuis longtemps dans la consultation au Québec, qui est bien reconnu, mais je veux dire, je m'étais dit, ça va être un bon mentor. Je vais lui demander de faire du mentorat. Mais qui avait une vision très différente de la mienne de comment approcher la clientèle. Pendant on commençait nos rencontres de mentorat, me donne 2-3 livres à lire, puis un des livres sur quoi il a basé sa consultation, parce que je l'ai comme réalisé après avoir lu le livre que sa consultation est exactement bâtie comme ça. Puis c'est ce qui fait que tu as 2 types de consultants que tu vas rencontrer. Tu as les consultants, là, justement, on parle d'un KPMG de ce monde, là, une grosse firme de consultation. Ces gens-là vont avoir un modus operandi où ils ont clairement on va dire une pédagogie claire qui est constante pour toutes les entreprises. Puis, dépendamment où ce que tu es comme entreprise, ils te pluguent à peu près là dans la pédagogie. Mais ils ne vont jamais s'impliquer opérationnellement. Ils ne vont jamais faire de contact personnel avec leur clientèle. Ils vont jamais essayer vraiment de livrer de la valeur. Au bout du compte, ils vont seulement te donner des conseils puis te donner des outils. Puis ils après ça, pas à l'appliquer. Puis ils vont te mettre dans un contexte. On va faire un petit brainstorm, mais juste pour que tu mettes les outils en pratique une première fois. Puis après ça, ils te laissent aller. T'sais. Puis c'est une forme de consultation qui est excellente pour faire beaucoup d'argent, pour prendre de la masse en consultation puis faire beaucoup de contrats, mais qui est à mes yeux, terrible parce que tu laisses tout le temps le client avec qui tu travailles dans une situation où il y a tout le temps un goût amer en bouche, premièrement, parce qu'il y a tout le temps l'impression que j'ai payé des gros prix pour avoir des conseils, mais au bout du compte, j'ai pas de valeur dans mon entreprise parce que personne n'a été capable de prendre ce qu'il m'a dit puis de le faire livrer, tu sais. Ben, moi, je réalise, avec les années en business, souvent, c'est pas les idées qui manquent, là, parce que, tu sais, mettons, on fait une couple de consultants qu'on a, entre autres, en vente, par exemple, puis, tu sais, ils finissent tous par dire un peu la même affaire, là, puis, fait que, tu sais, mettons, ce qu'il faut faire, tu sais, on le sait, là, tu sais, si tu finis, tu sais, il y a personne qui connaît mieux ta business que toi, fait que, tu le sais à peu près, là, ce qu'il faut que tu fasses. Mais c'est comment que tu le fais. Comment tu l'appliques. Comment tu le priorises, tu sais, pourquoi je ferais action A plus qu'action B cette année, comment que je l'applique, comment je m'arrange que les gens à l'interne... C'est ça, comment ton équipe, comment je suis capable de dire, ben oui, j'ai une idée à peu près de quoi faire, mais comment je fais que mon équipe est capable de livrer ça, tu sais. Elle n'a pas d'expérience là-dedans, elle n'a jamais fait ça. Fait que moi, je pense où ce que la force d'un consultant, c'est d'être capable de saisir la compagnie où tu travailles, de rentrer clairement avec l'équipe, de comprendre où sont les forces, faiblesses de chacun, être capable de dire, mais maintenant, je vais t'accompagner pour le livrer, puis... je suis garant de t'aider à le livrer, tu sais. Puis au bout du compte, ce qui donne un succès, c'est qu'on a réussi à livrer ensemble. La seule affaire qu'il y a, c'est pourquoi il y a beaucoup de consultants qui ne vont pas vers là, c'est que ça te tire beaucoup dans les opérations de ton client. Ça te force à... Tu sais, si le projet il dure 2 ans au lieu d'en durer 6 mois, ben tu peux pas prendre autant de clientèle que tu voudrais, tu sais. Par exemple, si tu as une bonne relation avec ton client, tu vas faire, à la limite, à la fin de la journée, tu vas faire autant d'argent, tu sais. Puis moi, je pense que c'est mieux parce que tu vas avoir une meilleure relation avec ta clientèle. Les gens vont te référer beaucoup plus. Tu vas avoir, au lieu d'avoir 10 clients en même temps, tu en as 2-3, mais tu livres correctement. Puis c'est beaucoup plus satisfaisant aussi en tant que consultant d'être capable de dire, ben tu sais, je l'ai pas laissé là avec une coupe d'outils, puis je m'en vais à l'autre après. Puis là, je regarde pédaler, puis ça fait 6 ans que je lui ai donné ces outils-là, puis il l'a toujours pas mis en place, ça. Fait que ta valeur, toi, de ton côté, c'est pas le plus de clients que j'ai desservis, c'est la qualité pour chaque client que j'ai donné. C'est m'assurer que j'ai bien compris mon client, ce qu'il a de besoin dans son organisation, puis comment le livrer, puis que je m'assure que ça a livré de la valeur au bout pour lui. Ouais. Parce que souvent, on se faisait, tu sais, la vente, c'est facile, fait du cold call, fait des affaires de même, mais en plus, nous, on vend de l'ingénierie logicielle, on vend de quoi qui n'existe pas encore là, dans la tête du monde. Là. Fait que c'est pas facile à vendre. Puis le nombre de fois qu'on s'est dit target un domaine. Puis on a comme un domaine OK. Fait que au fil du temps, on a juste réalisé que ce qui faisait que ça fonctionnait, c'est que quand on rentre dans un meeting, le monde, ils nous prennent au sérieux, on sait de quoi qu'on parle, puis le monde embarque.
peu importe le domaine. Fait que, au fil du temps, on s'est juste dit, bon, ben, on va prendre les consultants qui ont la même vision que nous autres, puis qui veulent nous aider là-dedans, puis qui nous prennent plus au sérieux que juste de dire, ben, je choisis un domaine, envoie des courriels, puis à un moment donné, ça va répondre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est parce qu'on se faisait dire, vous devriez être plus sur LinkedIn. OK, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comment? Tu sais, un vendeur arrive un matin, il veut être plus sur LinkedIn, c'est quoi qu'il fait? Je vais être honnête, en tant que consultant, ce qui nous a ouvert le plus de portes, ça n'a jamais été de faire du marketing de masse sur des médias sociaux ou quoi que ce soit. Ça a toujours été d'avoir des bons partenaires. Ce qui veut dire que tu peux jamais être un consultant qui est bon dans tout. C'est d'avoir des bons partenaires, c'est d'avoir des gens qui sont soit en finance, qui vont aider des entreprises, soit en marketing, soit en vente. Puis là, ils vont dire, écoute, j'ai rencontré un client, là, il y a des besoins dans ça. Je vais t'introduire. Puis il me fait déjà confiance. Je crée cette relation-là. C'est comme ça qu'on a eu le plus de bons leads. C'est de se créer un bon réseau de partenaires qui ont confiance autour, qui ont confiance en nous, qui on sait qu'on livre des bons projets ensemble. Puis c'est du bouche à oreille. C'est comme ça qu'on a eu les meilleurs leads, les leads les plus payants, puis les leads qui nous ont apporté le plus. Exact. C'est juste que le bouche à oreille, le problème, c'est que la journée que l'oreille n'est pas là, ben, faut que tu continues à rentrer de la job. Tu peux pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu fasses de marketing plus traditionnel, mais c'est que le marketing plus traditionnel, puis vous le savez, comme moi, on en parlait tantôt, là, on est rendu à l'ère du AI, là, on se fait bombarder, là, je reçois 7-8 offres par jour, puis c'est tous des emails AI. Là. On a des services pour vous autres, on a des services. Hey, on regarde ce que vous faites comme business, puis on est sûr qu'on peut vous aider, on a des bons partenaires. Ouais. C'est ça. T'sais, on se fait bombarder de ça sur les médias. J'en lis pas le 90%, là, ça s'en va directement dans la poubelle. Là. Non, c'est Parce que ça n'a pas de valeur pour moi. Ça n'a pas un contact. Est-ce que je peux avoir confiance à cette personne-là? J'en ai aucune idée. Puis là, moi, il faut que je mette de l'énergie à regarder, premièrement, est-ce que je peux... C'est quoi cette entreprise-là? Est-ce qu'elle est viable? Qu'est-ce qu'elle a fait comme projet? Je peux-tu lui faire confiance? Je l'appelle, puis là, je ne sais pas si ça va bien passer aussi le fil ou non. Il y a tout cet aspect-là qui fait que je pense que c'est difficile d'aller chercher des bons leads à travers ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'est connus parce que je t'ai envoyé un cold email. La seule raison, comme je t'ai dit, pourquoi, c'est parce que ça a donné que c'est un moment où moi, je cherchais. Tu sais, j'étais pas en mode je fais mes affaires, je cherchais, j'avais un besoin bien spécifique. Puis parce que vous étiez au Québec. C'est une des premières raisons, parce que on se fait bombarder du monde de partout sur la planète. Là. Dans la réalité, surtout software, où tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient en site. Je pense qu'il y a quelqu'un qui valorise beaucoup la relation aussi professionnelle. Oui, c'est important. Il y a un livre que j'ai lu plutôt dans ma carrière qui explique clairement comment qu'une entreprise peut vivre à long terme. Puis un des problèmes, tu as deux types d'entreprises. Tu as l'entreprise qui va capitaliser rapidement sur des gros gains en peu de temps, sur, mettons, 10-20 ans, va faire beaucoup d'argent, bien se positionner puis tout. Mais à long terme, elle ne sera pas viable parce qu'elle n'est pas impliquée dans la communauté, elle n'est pas impliquée socialement, elle n'a pas autre chose à offrir que juste on fait du cash rapide, puis that's it. Ben, ça va un peu dans cette vague-là. Tu sais, en tant que consultant, tu peux aller faire de l'argent rapidement, puis dire on va juste capitaliser maximum dans tout, mais tu ne vas jamais bâtir de relations solides puis d'aspects communautaires autour de ce que tu livres. Tu ne vas pas référer d'autres consultants autour de toi. Tu ne vas pas te créer un réseau où ce que tu vas bâtir avec ta communauté de consultants pour donner du service autour des entreprises au Québec ou ce que tu veux targeter, qui fait que tu ne seras pas viable à long terme. Ton entreprise elle va vouer à mourir. Là. Exact. Oui, je pense que surtout dans le service, ton réseau de contacts, c'est la meilleure chose que tu peux bâtir si tu veux avoir du succès. Plus ton réseau de contacts est vaste puis les gens te font confiance, ça, c'est là que tu vas avoir beaucoup plus de succès surtout dans le si tu targetes des chefs d'entreprise. Ouais. Plus que tu parles à des chefs d'entreprise, plus que ces gens-là sont tous un peu aiguerris de certaines situations, sont tout le temps sous le stress, sont tout le temps sur le gun. Puis pour dire qu'ils vont te faire confiance assez pour te donner une chance, il faut que des gens en partant aient confiance. Ouais. Que soit que c'est quelqu'un qui t'a mis en contact et dit ce gars-là, tu sais, sharp, ou tu as eu une rencontre avec, tu as eu une bonne connexion avec, tu as eu un contact avec cette personne-là. Puis c'est plate, mais souvent quand tu passes par des vendeurs ou des gars qui sont juste purement pour vendre, mais qui sont pas la personne qui va livrer ou qui sont pas la personne qui comprennent bien ton processus, souvent c'est plus dur d'avoir ce premier contact-là avec le client.
Ouais, on les appelle les peddlers, nous autres. J'essaie d'être poli, là, tu sais. Comme a déjà dit un gars qui est venu sur ce podcast-ci, your network is your net worth. Effectivement. Avec un aigle en background. Oui, exact. effectivement. Fait que, ben écoute, un gros merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui, Jonathan. Écoute, avant qu'on finisse, as-tu quelque chose à plugger? Plugger? Spécifique? Ben écoute, c'est sûr et certain. J'encourage tout le monde à essayer BeatConnect. C'est gratuit. Amusez-vous. Même si vous êtes débutant. Même si vous êtes débutant. Venez sur le Discord, donnez-nous du feedback. On est toujours prêts à écouter et à parler avec la communauté. On trippe. On aime ce qu'on fait. Fait que, tu sais, si vous aimez la musique puis vous avez le goût de faire partie de la communauté, on va être là. Le produit est super intéressant puis on fait juste commencer à sortir tous les beaux features. Fait que, il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent. Fait que, suivez-nous puis venez avoir du plaisir. Super. Ben, écoute, merci à tout le monde d'avoir été là pour ce podcast-là. Donc, on vous dit à la prochaine.